En Éthiopie, un haut responsable d'un des partis de la coalition au pouvoir accuse le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir ciblé des personnalités d'ethnie tigréenne dans une campagne de lutte contre la corruption. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est tenu ce week-end à Addis Abeba sous le signe d'une réforme institutionnelle qui vise à rendre l'organisation plus efficace et moins dépendante. On en parle dans ce journal. Et puis au Tchad, l'armée a réussi à déloger l'ennemi de Miski dans le Tibesti, région du nord du pays en proie à des violences. L'annonce a été faite ce week-end par le ministre tchadien de la Défense qui s'est rendu sur place. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Éthiopie, un haut responsable d'un des partis de la coalition au pouvoir accuse le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir ciblé des personnalités d'ethnie tigréenne dans une campagne de lutte contre la corruption au sein des services de sécurité. Debretsion Gebre-Michael estime que l'arrestation la semaine passée de 63 officiers de l'armée accusés de corruption et de violation des droits de l'homme était destinée à soumettre les Tigréens. Les détails. Une campagne de lutte contre la corruption au sein des services de sécurité déclenchée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lance la polémique au sein de sa propre coalition politique. Debretsion Gebre-Michael, président du Front de libération du peuple tigréen, TPLF, l'un des partis de la coalition au pouvoir, a estimé que l'arrestation la semaine passée de 63 officiers de l'armée et des services de renseignement accusés de corruption et de violation des droits de l'homme était destinée à soumettre les Tigréens. Gebre-Michael voit une main d'un pays étranger derrière ces arrestations de la semaine dernière. Il n'a pas nommé le pays auquel il faisait allusion, mais il pourrait s'agir de l'Érythrée, ennemi juré du TPLF, avec qui Abiy Ahmed a signé un accord de paix au mois de juillet dernier. Le TPLF, essentiellement composé de Tigréens, est l'un des partis fondateurs du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, la coalition au pouvoir en Éthiopie depuis 1991. Même si les Tigréens ne représentent que 6% de la population, le TPLF a longtemps été accusé de s'accaparer tous les leviers du pouvoir. Cette surreprésentation des Tigréens au sein de l'EPRDF, qui a alimenté la frustration des ethnies Oromo et Amara, a été à l'origine des manifestations antigouvernementales débutées fin 2015 et qui ont fini par faire démissionner le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn au profit d'Abiy Ahmed, un Oromo de 42 ans à la tête de l'Éthiopie. Restons à Addis Abeba où un sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est tenu ce week-end sous le signe d'une réforme institutionnelle portée par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'organisation continentale. Cette réforme vise à rendre l'Union africaine plus efficace et moins dépendante de ses sponsors internationaux. Les images. Réformer l'Afrique et donner à ses peuples l'avenir qu'ils méritent. C'est l'objectif du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end à Addis Abeba. Ce sommet, qui a rassemblé des délégations des 54 États membres de l'organisation panafricaine, s'est tenu sous le signe d'une difficile réforme institutionnelle portée par son président en exercice, le président rwandais Paul Kagame, dont le mandat d'1 an à la tête de l'organisation expire en janvier. L'Union africaine avait chargé en 2016 le leader rwandais de préparer cette réforme destinée à rendre l'organisation plus efficace et moins dépendante de ses sponsors internationaux. Paul Kagame a cherché à tailler dans les dépenses de l'organisation en limitant le nombre de sommets et de commissions et à réduire sa dépendance à l'égard des donateurs étrangers. Il a également suggéré qu'elle circonscrive ses priorités à la sécurité, la politique et l'intégration économique. Mais plus de 2 ans et 5 sommets après, plusieurs États clés sont toujours extrêmement réticents. Comment voulez-vous qu'une commission puisse mettre en œuvre son programme annuel quand à la fin de l'exercice budgétaire, elle n'est qu'à 50% de contributions? Ça, c'est une question réelle. Et en tant que telle, aujourd'hui, nous avons adopté une batterie de sanctions allant jusqu'à la suspension totale d'un État qui ne peut même plus prendre part à la conférence ou à toutes les réunions de l'Union africaine. Et ce sont des mesures graduelles. Les participants au sommet ont néanmoins réalisé une première réforme.
la mise en place d'un fonds pour la paix qui devrait être doté à terme de 400 millions de dollars destinés à résoudre les crises du continent africain avant qu'elles ne se transforment en conflits de grande envergure. Mais jusqu'à présent, seulement 600 millions de dollars ont été recueillis auprès des pays africains. 17 militants pro-démocratie arrêtés le 1er novembre dernier ont été remis en liberté provisoire dimanche en République démocratique du Congo. Dans ce pays, une ONG britannique contre la torture s'est également alarmée des conditions de détention d'activistes entre 2005 et 2017. Reportage. 17 militants poursuivis pour troubles à l'ordre public et désobéissance civile ont été remis en liberté provisoire en République démocratique du Congo, où une ONG britannique contre la torture s'est alarmée des conditions de détention d'activistes entre 2005 et 2017. Arrêtés le 1er novembre, ils ont été détenus à la prison centrale de Makala à Kinshasa, où ils avaient refusé de s'alimenter pour demander leur liberté. Militants pro-démocratie, ils ont été interpellés alors qu'ils prenaient part à des actions d'éducation civique et électorale à l'approche de la campagne pour les élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre qui commence officiellement ce jeudi. Selon leurs avocats, ces jeunes militants, étudiants pour la plupart, n'avaient jamais fait de prison. Toujours selon leur représentant légal, les 17 militants n'ont pas été maltraités en prison. Toutefois, il a dénoncé les conditions de détention inhumaines dans lesquelles ils sont restés en prison. Des conditions également dénoncées par l'organisation britannique Freedom from Torture. Le 9 novembre dernier, l'ONG avait affirmé que l'armée, la police et les services de renseignement de la République démocratique du Congo commettent régulièrement des actes de torture sur des activistes politiques et des droits humains. L'ONG évoquait dans son rapport des cas de viol collectif, de strangulation et d'électrochoc. De son côté, Human Rights Watch affirme avoir également documenté le recours systématique aux arrestations, aux détentions arbitraires et au mauvais traitement, ainsi que l'usage fréquent de la torture sur des personnes soupçonnées d'être des opposants et des activistes politiques. Restons en République démocratique du Congo, plus précisément dans l'est du pays, où la mobilisation contre l'épidémie d'Ebola dans la région de Béni a repris. Cette reprise intervient après une brève suspension enregistrée en raison d'affrontements armés. Les activités de lutte contre Ebola ont repris ce dimanche à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, après une brève suspension en raison d'affrontements armés. Selon le ministre congolais de la Santé, qui a pris la décision de suspendre la lutte contre Ebola à Béni, les affrontements de ce vendredi se déroulaient à quelques mètres du centre des opérations d'urgence et des hôtels dans lesquels plusieurs équipes sont logées. 16 membres du personnel de l'Organisation mondiale de la santé OMS, mobilisés contre l'épidémie Ebola, ont dû quitter Béni, où un obus a touché la villa qu'ils occupaient vendredi soir lors d'affrontements entre des casques bleus et des rebelles. C'est la première fois que l'OMS doit évacuer, même provisoirement, des personnels depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola le 1er août dans la région hautement dangereuse de Béni. Dans un communiqué diffusé dimanche, le directeur général de l'OMS a fait savoir que l'organisation continuera à travailler aux côtés du ministère congolais de la Santé et des partenaires pour mettre fin à cette épidémie d'Ebola. Depuis qu'elle a éclaté le 1er août dernier, l'épidémie d'Ebola à Béni a fait 213 morts. Dans la soirée de vendredi, la MONUSCO et l'armée congolaise avaient repoussé une nouvelle attaque des rebelles ADF dans la ville de Béni. Au Tchad, l'armée a réussi à déloger l'ennemi de Miski dans le Tibesti, région du nord du pays, en proie à des violences. L'annonce a été faite ce week-end par le ministre tchadien de la Défense qui s'est rendu sur place lors d'une visite. Voici les images. Le ministre tchadien de la Défense, le général Daoud Yaya, a affirmé ce samedi que l'armée avait délogé et dégagé l'ennemi à Miski, dans le Tibesti, région du nord du Tchad, en proie à des violences. Il a fait cette déclaration devant des troupes après une visite sur place. Nous sommes venus visiter nos forces qui sont à Miski et qui ont délogé l'ennemi, dégagé l'ennemi. Et j'appelle toute la population de Miski, ceux qui appartiennent à l'État tchadien, à la 4e République, de venir auprès des forces de défense et de sécurité et laisser le terrain libre à ceux qui veulent créer des problèmes. Et nous sommes en face d'eux.
La zone désertique et montagneuse du Tibesti, frontalière de la Libye et du Niger, est en proie à des tensions accrues depuis 3 mois. En août, une attaque de rebelles tchadiens depuis la Libye sur la localité aurifère de Kouri-Bouguidi, dans la même région, a été suivie d'une riposte militaire musclée. Depuis, les combats sont fréquents dans la zone. Selon Djamena, le déploiement militaire vise à nettoyer les localités aurifères des orpailleurs illégaux et des trafiquants d'armes ou d'êtres humains. Les combats opposent depuis plusieurs jours l'armée tchadienne à un comité autoproclamé d'autodéfense d'habitants du massif du Tibesti, un comité créé début novembre et qui proteste contre l'opération punitive de l'armée tchadienne dans la zone de Miski. Du 21 au 22 novembre prochain se tiendra à Buea, dans la région du sud-ouest du Cameroun, une conférence générale des anglophones. Il s'agit d'une initiative du cardinal Christian Toumi, dont le but est non seulement de revoir les causes de la crise aujourd'hui muée en conflit entre armées et combattants sécessionnistes, mais aussi de recenser des propositions de solutions pour une sortie de crise. Reportage Narcisse Homme. Cette point de presse aujourd'hui, c'était pour faire une clarification, pour insister que la conférence générale des anglophones aura bel et bien lieu à Buea. Prévu pour se tenir du 29 au 30 août 2018 à Buea, l'événement a été reporté du 21 au 22 novembre 2018, toujours dans la même ville, du chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Nous affirmons que les dates sont maintenues. Le 1er et le 21 et le 22 de ce mois de novembre. Au cours de ce point de presse, l'on a appris que l'un des membres du comité d'organisation de cette conférence, en l'occurrence le docteur Simon Mouzou, ne sera plus de la délégation. À le dire, dû aux violences verbales que notre coordinateur a subies, il a décidé de se désister et qu'il a été remplacé d'une manière temporaire. Elie Smith nommé nouveau porte-parole en remplacement de Simon Mouzou. Selon les organisateurs, les propositions recueillies au terme de ces rencontres de large débat seront envoyées au chef de l'État Paul Biya qui pourrait à son tour convoquer un dialogue national pour trouver des solutions définitives au sujet de la crise dite anglophone. Cette conférence devrait donc permettre de débattre des solutions à la crise que traverse depuis 2 ans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. À noter, la crise qui s'est transformée en conflit armé en 2017 a déjà causé des centaines de morts, parmi lesquels des civils, des militaires et des policiers, ainsi que des combattants séparatistes. Les organisations internationales dénombrent près de 300 000 déplacés internes. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la crise a déjà fait plus de 20 000 réfugiés camerounais au Nigeria. Reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Les 2 responsables politiques, faut-il le rappeler, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale à La Haye a repris ce lundi. Et ce sont les avocats de Charles Blé Goudé qui ont la parole. Leur but est de démontrer que leur client est un homme de paix. La procureure de la CPI accuse l'ancien leader du Congrès des jeunes patriotes COJEP d'avoir appelé à des actes de violence contre les militants d'Alassane Ouattara durant la crise post-électorale. Fatou Bensouda le décrit comme le chef des milices pro-Gbagbo. L'ex-leader du groupe des jeunes patriotes serait notamment impliqué, selon elle, au même titre que Laurent Gbagbo, dans 5 incidents principaux suite à l'annonce des résultats de la présidentielle de 2010. À cela s'ajoutent 20 incidents répertoriés dans Abidjan entre 2010 et 2011. Parmi eux, les accrochages lors de la marche sur la RTI le 16 décembre 2010, la répression d'une marche des femmes soutenant Alassane Ouattara le 3 mars 2011, ou encore une série de violences dans le quartier de Yopougon le 12 avril 2011. La procureure reproche également à Charles Blé Goudé d'avoir prononcé des discours de haine qui auraient attisé les violences durant cette période de crise. L'accusation estime que ce leader politique est responsable de la mort de plusieurs centaines de personnes incarcérées depuis mars 2014 dans la prison de Schwenningen près de la CPI. Charles Blé Goudé rejette cette image de milicien.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.